Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le Tchad annonce le retrait de la moitié de ses soldats déployés en février dernier aux frontières du Burkina Faso, du Niger et du Mali. La zone dite des trois frontières, très sensible et sujette à des attaques de civils et de militaires par des djihadistes de manière récurrente. L'exécutif tchadien évoque un repli stratégique. Poursuite du 27e congrès de l'UPU à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Congrès lors duquel sera désigné le nouveau président du bureau de l'Union postale universelle, poste actuellement occupé par Bichar Abdirahmane Hussein, qui achève son deuxième mandat après 9 ans passés à la tête de l'institution. Et le gouvernement togolais rend les frais d'inscription et de scolarité gratuits pour les collèges et lycées d'enseignement public sur toute l'étendue du territoire. Mesure qui prend effet dès la rentrée prochaine et qui vise à soutenir les ménages affectés par la crise du Covid-19. Mais tout d'abord, l'ex-président tchadien Hissène Habré est décédé ce mardi à 24 août à l'âge de 79 ans des suites d'une contamination au coronavirus. Condamné à perpétuité à Dakar au Sénégal par les chambres extraordinaires africaines pour crimes contre l'humanité, Hissène Habré avait pu bénéficier d'une sortie de prison de 60 jours accordée par la justice sénégalaise lors de la première vague de la pandémie de Covid-19. Une dérogation qui ne lui avait pas été accordée lors de cette troisième vague. Toujours concernant le Tchad, les autorités ont décidé de retirer 600 soldats de la force du G5 Sahel qui opère principalement dans la zone dite des trois frontières. Un contingent de 1200 soldats tchadiens avait été déployé en février 2021 dans cette zone frontalière du Mali, du Niger et du Burkina Faso, théâtre de plusieurs massacres de civils et de militaires par des djihadistes. Décision qui interpelle l'opinion publique, d'autant plus que les attaques contre les civils se sont multipliées dans la zone ces dernières semaines. Les explications d'Aïssatou Bari. Nécessité de redéploiement stratégique avec des moyens logistiques de lutte plus adaptés sur le terrain. C'est ainsi que les autorités tchadiennes justifient la réduction de moitié de ces effectifs déployés en février 2021 au sein de la force anti-djihadiste dans la zone dite des trois frontières que partagent le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le contingent tchadien en mission dans la zone était composé de 1200 hommes. Il nous reste environ 600 soldats sur le terrain. On a voulu alléger le dispositif qui n'était pas adapté. Par rapport à la situation sur le terrain, il faut avoir une force mobile, d'où le retrait de certaines de nos forces avec des armes lourdes. Selon les autorités, cette décision a été prise de commun accord avec les pays de la force multinationale. Les 1200 soldats tchadiens avaient été déployés dans le cadre de la force du G5 Sahel qui s'efforce depuis 2017 de coopérer dans le cadre de cette lutte et d'éradiquer complètement la menace. Ce retrait vise donc à redimensionner la force pour qu'elle puisse répondre aux normes du G5 Sahel. Et le deuxième élément vise à rendre cette force plus opérationnelle, moins lourde, on va dire, capable de se déplacer avec des moyens du même type que les terroristes pour rendre un peu, et on va dire, efficace la lutte contre le terrorisme dans cette bande-là. Le G5 Sahel effectivement est confronté à de véritables problèmes financiers. Il y a 1200 hommes qui ont été envoyés. Il faut payer des per diem aux jeunes militaires, aux jeunes soldats. Ce retrait intervient alors que le Tchad doit aujourd'hui faire face à une situation sécuritaire compliquée sur sa frontière libyenne, centrafricaine, ainsi que dans le bassin du lac Tchad. Récemment, une attaque djihadiste a entraîné la mort d'au moins 26 militaires tchadiens dans la région du lac Tchad. Le procès de la dette cachée s'est ouvert ce lundi 23 août dans l'enceinte de la prison de haute sécurité de Machava à Maputo. La dette cachée, l'un des plus grands scandales de corruption au Mozambique qui a plongé le pays dans une grave crise financière. 19 personnes accusées de chantage, faux, détournement de faux et blanchiment pour des montants de plusieurs millions d'euros doivent être entendues lors d'audiences prévues sur près de 2 mois. Parmi elles, Ndambi Gebouza, le fils de l'ancien
l'ancien président Armando Guebuza en détention provisoire depuis 2 ans et demi. Pour rappel, entre 2013 et 2014, 3 entreprises publiques mozambicaines ont contracté pour 1,76 milliard d'euros de prêts, notamment auprès du Crédit Suisse et de la banque russe VTB pour financer des projets de surveillance maritime, de pêche et de chantier naval. Opération qui aurait en fait couvert une vaste entreprise de corruption au profit de proches du pouvoir. Vers un possible report des élections municipales en Afrique du Sud. Mesure souhaitée par la commission chargée de l'organisation des élections qui a déposé une requête à la Cour constitutionnelle à cet effet au vu du contexte sanitaire. Ce scrutin est censé se tenir le 27 octobre prochain. Une proposition loin de faire l'unanimité au sein de la classe politique. Le point avec Nathalie Mo. La Commission électorale indépendante de l'Afrique du Sud souhaite le report des élections municipales prévues le 27 octobre 2021. L'organe électoral sud-africain estime qu'une élection libre et équitable ne peut se tenir avant février 2022 dans le pays. Pour cause, seuls quelques partis politiques ont les moyens d'organiser des campagnes électorales par voie électronique. La Commission électorale sud-africaine craint l'illégitimité du vote. Les élections risquent d'être annulées et en fait, si elles ne sont pas libres et équitables, elles sont inconstitutionnelles et doivent être annulées. Mais les conséquences ne se limiteraient pas au juridique, elles auraient aussi des conséquences sociales et politiques. Si les élections ne sont pas libres et équitables, elles n'auront aucune crédibilité. La société ne respecterait pas le résultat. Les partis politiques s'opposent au report des élections à 2 mois de la tenue du scrutin, une décision anticonstitutionnelle de leur avis. Alors que la commission électorale a saisi la Cour constitutionnelle pour examiner son recours, les formations politiques d'Afrique du Sud réagissent. Elles indiquent que seul le Parlement a vocation à amender la Constitution. Nous ferions une grave erreur si nous permettons à la Cour constitutionnelle de dicter quand et comment la Constitution peut être amendée. De plus, l'administration locale est en crise, donc nous devons maintenir le scrutin pour que la population choisisse ses dirigeants. La situation actuelle aurait dû être résolue il y a plusieurs mois. Le fait que la Cour constitutionnelle soit saisie à 2 mois du vote implique que de toutes les manières, le peuple sud-africain sortira perdant de ce processus. La Commission électorale indépendante d'Afrique du Sud s'appuie sur les effets de la pandémie de Covid-19 sur le pays pour justifier un report des municipales. L'Afrique du Sud a actuellement l'une des incidences les plus élevées du continent africain. L'impact de la pandémie a contraint le gouvernement à déclarer l'état de catastrophe nationale. Mais pour les acteurs politiques sud-africains, il est probable, au vu de l'évolution du Covid-19, que le déroulement du vote soit malgré tout soumis à des restrictions sanitaires, même en cas de report du scrutin. Également dans l'actualité, Paris accueille l'AREF 21, la première rencontre des entrepreneurs francophones, un événement porté par le MEDEF et l'Organisation internationale de la francophonie. Plus de 500 chefs d'entreprise de 33 pays et 27 délégations d'organisations patronales prennent part à cet événement. Avec des mastodontes comme l'UTICA, le patronat tunisien, l'Afrique francophone sera largement représentée à cette rencontre inédite qui s'est ouverte ce mardi 24 août dans la capitale française. Cette manifestation d'envergure a pour but de promouvoir les affaires entre les opérateurs économiques. La secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo, entend y présenter la nouvelle dynamique de la francophonie économique. Le 27e congrès de l'Union postale universelle se poursuit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En prélude au renouvellement de la présidence de l'instance dirigeante de l'institution, le directeur général sortant du bureau international de l'UPU, Bichar Abdirahman Hussein, revient sur ses actions couronnant 28 années de service public et 9 ans de service postal à Ménédji.
Élu directeur général du Bureau international de l'Union postale universelle le 10 octobre 2012, lors du 25e congrès postal universel à Doha, au Qatar, Bichar Abdirahman Hussein passera le témoin à son successeur pendant ce 27e congrès en cours depuis le 9 août à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais avant, l'homme a tracé un bilan de ses actions à la tête de l'institution. This is the first time in history that I did 4 congresses. C'est la première fois dans l'histoire où j'ai fait 4 congrès. I did 2016. J'ai fait 2016. Extraordinary Congress in Ethiopia 2018. En 2018. 2019. 2019. In Geneva. À Genève. And that was the most dramatic congress. Et ça a été le congrès le plus dramatique. Because the union was just about to break apart. Parce que l'Union était sur le point de se séparer, de se diviser. United States of America said they're going to quit the union, and that was going to be the beginning of the fall of the union. Certains pays disaient qu'ils allaient se retirer de l'Union et ça allait être le début de la scission. I had to step in with my team and create and develop and broker a victory option that brought the countries together. Et j'ai dû, avec mon équipe, trouver une solution qui allait permettre de maintenir tous les pays ensemble. And we saved the union from an abyss, an almost crisis. Et nous avons sauvé l'Union d'une crise. So that's a concrete result. Et ça, c'est un résultat concret. Sous sa présidence, bon nombre de réformes ont été engagées et appliquées. Il en veut pour preuve celles allant dans le sens de la promotion de l'égalité des genres au niveau des membres du Conseil, mais aussi de l'égalité des chances vis-à-vis des États dits en voie de développement qui auparavant n'avaient pas une réelle force de participation aux prises de décision. Developing countries were underrepresented. Les pays développés étaient plus représentés. So I put up a very major initiative to rebalance that mistake. J'ai pris une initiative majeure qui était de rééquilibrer cette erreur. It took us 44 years and nearly 10 congresses. But we fixed it in 2018 in Addis Ababa. Nous avons en 2018 rectifié 44 ans des déséquilibres. For the first time, we have added 8 additional seats for developing countries. Et pour la première fois, nous avons ajouté 8 pays en voie de développement. And 4 of that has come to Africa. Et 4 de ces pays développés viennent de l'Afrique. Bichar Hussein cumule 28 années de service public, dont 9 ans d'expérience passée au cœur des grandes questions postales. Il compte rester engagé auprès des acteurs du secteur et apporter son expertise à la nouvelle poste en renaissance. Le carburant est à nouveau devenu une denrée rare au Burundi. En cause un problème dans la chaîne d'approvisionnement qui provoque une pénurie dans les stations de service. Les autorités entendent améliorer la chaîne d'approvisionnement pour endiguer le problème. Joël Ballot. L'essence est devenue une denrée rare depuis plusieurs jours dans plusieurs villes du Burundi. Les stations à essence du pays connaissent de gros problèmes d'approvisionnement. Selon le ministère burundais chargé de l'énergie, l'apparente pénurie qui s'observe sur le territoire résulte de quelques défaillances dans le circuit d'approvisionnement. La quantité de carburant des produits pétroliers dans les stocks, les importations en cours, les produits en commande sont suffisants au niveau national. L'apparente pénurie est la résultante de quelques défaillances. Le ministère en commun accorde avec les importateurs à adopter une stratégie pour ravitailler les stations-service en carburant. Les consommateurs font des allers et retours dans les stations-service avec l'espoir de trouver le précieux liquide. Cette crise est la deuxième du genre après 2019 à paralyser l'activité économique et sociale du pays. Le problème va se résoudre du fait de l'harmonisation de toute la chaîne de production, c'est-à-dire au niveau de la négociation du prix chez les exportateurs de pétrole vers le Burundi, au niveau de la chaîne de transport, au niveau de la distribution, tous ces bords doivent être huilés pour que le moindre handicap ne paralyse pas l'économie. Pour les populations burundaises, il est temps pour le gouvernement de joindre la parole à l'acte, car tous les espoirs résident désormais dans la nouvelle stratégie de ravitaillement adoptée il y a quelques jours. En rappel, le prix du litre d'essence est fixé aujourd'hui à 1,02 € contre 0,92 € en 2019.
Au Togo, le gouvernement a annoncé la gratuité des frais d'inscription et de scolarité pour le compte de l'année scolaire 2021-2022 dans les collèges et lycées d'enseignement public. La mesure vise à soutenir les ménages vulnérables qui ont du mal à faire face à certaines charges en cette période de crise sanitaire. Samantha Sabero. Le gouvernement du Togo a annoncé ce 21 août 2021 la gratuité dès la rentrée 2021-2022 des frais d'inscription et de scolarité avec effet immédiat. La prise en charge par l'État de la tranche sociale des factures d'eau et d'électricité pour le mois d'août 2021 a aussi été entérinée. À en croire l'exécutif, ces actions visent à atténuer l'impact de la pandémie sur les populations vulnérables. La crise sanitaire que traverse le monde a eu des impacts socio-économiques et menace de creuser encore plus le fossé des inégalités et des vulnérabilités. Ces actions sociales s'ajoutent à une série de mesures prises depuis le début de la crise sanitaire qui a mis l'économie togolaise sous tension selon un rapport de la Banque mondiale. C'est près de 62% des emplois qui ont été touchés, dont 49% dans le secteur des services et 13% dans les industries. Pour des analystes, la reprise économique véritable reste conditionnée par une large campagne vaccinale. Souvent, on apprend que dans certains pays, quand l'État fait cela, on ne donne pas l'argent de compensation aux établissements pour leur permettre de fonctionner. Ça, c'est mon seul souci à ce niveau-là. Si l'État prend ça en charge, c'est bien, mais en principe, ça devrait être permanent. Les gens ne doivent normalement rien payer puisque l'école est censée être gratuite. Pour le compte de l'année scolaire 2020-2021, l'État avait déjà pris en charge les frais d'inscription aux différents examens en investissant jusqu'à 1,9 milliard de francs CFA. Appliquée entre avril et août 2020, la tranche sociale des factures d'eau a par exemple bénéficié à près de 100 000 personnes. L'État y avait consenti près de 10 milliards de francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.